Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que c'est avec une émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui et je me rappelle encore que l'année dernière, nous parlions tous à travers écran interposé, sans pouvoir interagir, sans pouvoir réagir, sans pouvoir soutenir. Et dans mon message, j'avais exprimé le souhait, le vœu qu'on puisse se revoir. Alors on se revoit en mode hybride, en mode réduit, mais on se revoit, on se retrouve, on retrouve plus. Et si nous pouvons aujourd'hui nous exprimer devant vous à cette tribune, si on peut retrouver plus de normalité dans notre quotidien, c'est grâce au dévouement, grâce à la persévérance et aussi, il faut dire, au génie de tous ceux et toutes celles qui ont épargné aucun effort depuis plus d'1 an et demi pour justement nous permettre d'endiguer petit à petit la pandémie de Covid-19, que ce soit les scientifiques, que ce soit les chercheurs, que ce soit les médecins, que ce soit le personnel soignant, que ce soit tous ceux qui ont permis de vivre, de pouvoir survivre même dans cette situation et aujourd'hui de pouvoir trouver un vaccin. Et qui, il y a 12 mois, il y a 1 an, aurait dit qu'on trouverait un vaccin en si brève échéance et qu'on arrive à pouvoir se retrouver. Et n'oublions pas que cette ville fut frappée justement aussi par la pandémie de plein fouet et pourtant, cette ville est redevenue cette capitale de la diplomatie internationale et justement de cet engagement multilatéral. Cependant, on voit qu'un grand nombre de discours se font encore par vidéo, se font de manière interactive, donc on n'en est pas encore à la vie normale qu'on connaissait avant, mais on y arrive tout doucement. Et on sent aussi que la pandémie, et ça, on le sait tous, a un impact, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit psychique, qu'il soit psychologique. On voit qu'il y a un impact aussi sur nos populations. Et n'oublions pas que plus de 4,5 millions de personnes sont décédées après avoir contacté le virus. Et 124 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté. Et la pandémie a fait perdre aux écoliers plus de 1800 milliards d'heures de cours en présentiel, qui sont des chances. Et vous parliez d'espoir, et permettez-moi, je reviendrai, Monsieur le Président, tout à l'heure sur l'espoir. L'éducation fait partie justement de l'espoir pour beaucoup de gens. Donc la pandémie nous force à reconnaître la nécessité et l'urgence de changer notre façon de faire. On ne peut plus parler de business as usual et nous devons renforcer notre action collective dans le cadre du système multilatéral et justement avec les Nations Unies en son centre. Monsieur le Président, le Luxembourg vous félicite pour votre élection et vous pouvez compter sur l'appui de notre délégation dans l'accomplissement de votre important mandat. Et je vous remercie aussi du temps que vous avez trouvé ce matin pour pouvoir avoir cet échange avec vous et de pouvoir parler justement de cet espoir que je développerai un peu plus tard dans mon intervention. Et car c'est le sujet que vous avez décidé, sous cette égide, que vous avez décidé de mettre cette Assemblée. Et je pense que c'est un choix qui est très judicieux. Un choix judicieux car aujourd'hui, on entend plus des nouvelles qui nous poussent à désespérer, qui nous poussent à perdre espoir aujourd'hui. On a les pandémies, on entend, chez nous, les nouvelles commencent à chaque jour avec combien de gens, on a la push news à 6h30 qui nous dit combien de gens sont à l'hôpital, combien de gens sont décédés, combien de gens sont malades. On a les crises, on a les conflits qui continuent à se multiplier. Je citerai que 2 exemples. La crise en Afghanistan, où l'emprise des talibans sur le pays hypothèque quand même des progrès qui ont été réalisés ces 20 dernières années en termes de gouvernance démocratique, en termes de développement des droits humains et surtout pour les femmes et les filles afghanes. Et que dire de la crise climatique? Ces effets dévastateurs frappent tous les pays. Aucun n'est à l'abri. Et j'ai parlé avec vous, j'ai parlé avec d'autres collègues pour lesquels la crise climatique est une crise même de survie. Quand nous, on a des crises et ça nous frappe, on a eu des inondations, on a eu des tempêtes, on a des tornades, mais d'autres pays, leur existence, même l'existence, la présence physique de leur pays, dépendra aussi des choix que nous ferons tous ensemble. Donc il serait aujourd'hui irresponsable de perdre espoir et de se laisser tout simplement au fatalisme, car l'espoir est permis, Monsieur le Président. Il y a des raisons d'espérer et en fait cet espoir doit nous permettre à être inspirés et à agir. Oui, le temps du blabla est révolu, le temps de l'action est aussi venu. Et on dit que l'espoir fait vivre, c'est un proverbe, mais que pour l'espoir perdure et que justement l'espoir, parce que l'espoir peut aussi décevoir, l'espoir peut arriver à ce que certaines personnes après ne croient en plus rien. Et je pense que l'espoir perdure
et permet d'être crédible aussi s'il y a des réalisations concrètes qui permet aussi une solidarité de fait pour déclarer Robert Schuman concernant la construction européenne. Et en tant que responsables politiques, nous devons réagir ensemble. Nous devons réagir pour les défis mondiaux ensemble. On doit arrêter de penser que la fermeture de frontières, comme on a eu le réflexe par exemple dans cette pandémie, la construction de murs, l'égoïsme, le retrait sur soi-même, soient les solutions. Et on doit être conscient que nous n'avons pas toutes les clés en main non plus en tant que gouvernement. Nous avons besoin, si on veut y réussir, de la société civile, nous avons besoin du secteur privé, nous avons besoin de nos citoyens, en particulier des jeunes, qui eux s'inquiètent des décisions que nous prenons aujourd'hui, ou justement peut-être de non-décisions que nous ne prenons pas aujourd'hui. Et notre secrétaire général, Antonio Guterres, nous y rappelle, et je remercie pour son action, et je lui renouvelle aussi mes félicitations et vœux de succès pour son second mandat à la tête de notre organisation. Et dans son rapport qu'il vient de présenter, notre programme commun, il nous met devant nos responsabilités. Et je suis d'accord avec lui quand il dit que nous sommes à un tournant de l'histoire. Mon pays est membre fondateur de l'ONU et on s'engage depuis de longues dates pour le multilatéralisme et pour un ordre international fondé justement aussi sur la règle de droit. Aujourd'hui, mon pays est prêt à répondre à l'appel du secrétaire général pour mettre sur pied un système multilatéral plus solide, plus efficace, plus inclusif, travaillant davantage aussi en réseau. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons assurer la paix, la sécurité, le développement durable dans tous ses aspects, y compris la santé, le respect de l'état de droit et les droits humains. La pandémie nous a poussés à faire des choix difficiles, à agir dans l'urgence sans avoir la certitude d'avoir toujours les bonnes réponses. Et c'est vrai, pour parer à des situations inédites. Nous avons tous appris des choses hier où il fallait prendre déjà une décision avant-hier et nous avons appris des décisions, des informations aujourd'hui en devant prendre des décisions aujourd'hui. Une situation quand même très rare où nous étions, je ne veux pas dire tributaires, mais heureux de voir que la communauté scientifique avançait et s'échangeait et on attendait aussi les informations des autres. Imaginez-vous, quand je parlais tout à l'heure de cet égoïsme, de ces murs, de ces œillères qu'on veut avoir, qu'aujourd'hui chaque pays est gardé à travers cette situation, juste les informations pour soi. Ça a été la richesse de l'échange, d'apprendre des expériences de l'un et de l'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que les décisions n'ont pas toujours été faciles à faire comprendre, et surtout que si son voisin prenait le contraire de ce que l'on faisait, c'était toujours très difficile. Et pour ça que, par exemple, moi, avec la France, la Belgique et l'Allemagne, on s'échangeait, on se téléphonait en se disant je vais faire ci, je vais faire ça, pour apprendre aussi l'un de l'autre et aussi pour pouvoir échanger. Et nous avons réussi quand même à convaincre de plus en plus de gens à se faire vacciner. Oui, car le vaccin est aujourd'hui le seul moyen pour essayer de s'en sortir de cette crise. Et nous avons près de 75% des personnes de plus de 12 ans qui sont vaccinées aujourd'hui. Et plus de 6 milliards de doses de vaccins ont été administrées à ce jour. C'est un chiffre impressionnant. On se dit, oui, c'est bien, mais il reste insuffisant. Il reste insuffisant. Il faudrait 11 milliards de doses pour que soit dépassé le seuil des 70% de la population mondiale vaccinée et pour pouvoir ainsi arrêter de parler de phase aiguë. Car on n'est pas à l'abri de mutations, on n'est pas à l'abri de variants qui existent. Et les mutations, je dois vous dire, me font peur. Or, l'accès des vaccins est inégal. Et tant que ce sera le cas, et notre secrétaire nous le rappelle, ce sera un problème et on n'arrivera pas à s'en sortir. Et notre pays est conscient de l'importance de la solidarité vaccinale. L'année dernière, et cette année, nous avons contribué en tant que pays à hauteur de 2 millions d'euros au mécanisme COVAX pour un accès mondial au vaccin contre la Covid-19. En juillet, mon gouvernement a décidé que le Luxembourg partagera aussi 350 000 doses de vaccins avec ses pays partenaires en développement en Afrique et en Asie. Et le 13 septembre dernier, une première livraison a été menée à bien. Le Luxembourg a partagé avec le Cap-Vert 56 000 doses de vaccins ainsi que le matériel médical pour les administrer via le mécanisme européen de protection. Nous avons aussi, et quelle moche image quand même que nous avons tous encore en tête, quand les respirateurs étaient si recherchés, ou même entre pays, on se rachetait sur le tarmac des aéroports les respirateurs, les uns par rapport aux autres, les masques les uns par rapport aux autres, où il y avait une course à celui qui avait le plus moyen de payer quelque chose pour recevoir du matériel. Quelle triste image quand même d'une solidarité internationale. Eh oui, il faut s'en rappeler.
Et pour nous, au Grand-Duché de Luxembourg, quand on a eu la possibilité d'en acheter sans en prendre aux autres, il était important aussi de pouvoir partager quand on pouvait se le permettre. Nous avons mis à disposition des respirateurs pour l'Inde, pour le Népal, pour la Tunisie. Nous mettons à disposition des réfrigérateurs pour vaccins au Laos, au Soudan, au Burkina Faso et au Sénégal. Et nous sommes disposés à poursuivre nos efforts de solidarité internationale pour lutter contre la pandémie. Et j'ai eu l'occasion de le souligner aussi dans le cadre du sommet organisé avant-hier par le président Biden. J'ai bon espoir que nous arrivions à surmonter la pandémie si nous misons sur la solidarité et la science. Et si nous parvenons également à endiguer le flot de fausses nouvelles qui existent, les fausses nouvelles qui existent et qui sont alimentées par les réseaux sociaux, par des gens qui pensent que l'information, ils l'ont à travers leur Facebook, à travers le réseau social. Et nous ne devons pas dire que tous les gens qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui sont des anti-vaccins. Nous avons un grand nombre de notre population qui aujourd'hui ont encore des questions, des doutes. On doit les rassurer, on ne doit pas les stigmatiser. Ça ne sert à rien de penser qu'on va arriver à vacciner 100%, on aura toujours un certain pourcentage qui ne voudra pas. Mais acceptons que ceux qui aujourd'hui ont encore des doutes, on les rassure au lieu de vouloir les mettre au coin. C'est important de comprendre qu'on doit les prendre avec nous. Et nous avons besoin aujourd'hui pour endiguer ce flot de fausses nouvelles, de fausses informations, de réagir, aussi un rôle qu'a la presse, qu'un rôle qu'a le politique, de ne pas accepter que les fake news prennent le surplus sur l'information objective. Et nous devons renforcer l'OMS. Et nous devons avoir aussi une coopération accrue avec les États membres. Et le groupe indépendant mis en place par le directeur général de l'OMS a formulé des recommandations qui sont utiles aussi à cet égard. Permettez-moi, Monsieur le Président, aussi, il y a 6 ans, de parler de l'accord historique de Paris. L'évolution du climat, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous montre cependant que nous devons aller plus loin dans nos contributions et justement aussi dans la mise en œuvre de nos engagements. On ne peut pas à chaque fois faire des engagements et la réalisation est encore une autre chose. Et si nous restons sur la trajectoire actuelle, la température s'élèvera de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Or, nous devons limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et ce matin, nous avons un échange, Monsieur le Président, justement, sur les répercussions que ce réchauffement peut avoir sur certains. Certains pays, peut-être, demain, n'existeront plus. Si nous avons une fonte des glaces qui existe, réalisez-le. Moi, je suis un pays, si je n'existe plus, j'ai d'abord l'Allemagne, j'ai la Belgique, j'ai la France, j'ai d'autres pays autour de moi, je suis enclavé, je n'ai pas d'accès à la mer. Mais imaginez-vous que vous êtes une île et que peut-être demain, si on n'agit pas tous ensemble, vous pourriez disparaître. Quel scénario! Donc il est important qu'on agisse ensemble. Et j'ai la chance de faire partie de cette Union européenne qui a pris des engagements forts. Et je remercie aussi les pays qui sont restés ou qui sont revenus pour participer à l'accord de Paris. On le doit aux générations futures. Et j'ai eu peur, il y a quelques années, quand certains pays ont dit « nous ne voulons plus participer à l'accord de Paris », que ça puisse avoir un effet domino et que nous ayons un effet contre-productif. Donc tous ceux qui sont liés, qui sont restés, ou à ceux qui sont revenus, un grand merci. Et pour nous, il est important de réduire les émissions nettes à effet de serre d'au moins 55%. Et nous l'avons justement mis dans une loi au Grand-Duché de Luxembourg aussi, où nous avons doublé, par exemple, la production d'énergie renouvelable ces dernières années. Et nous devons tenir notre engagement à l'égard des pays en développement et les aider aussi à renforcer leur capacité à faire face aux effets du changement climatique. Et mon pays a, par exemple, décidé de doubler son financement climatique international pour le porter à 200 millions d'euros sur la période 21-25. Et je vous précise que le Luxembourg, ce financement pour le climat, est additionnel à l'aide publique au développement à laquelle nous continuons de consacrer au moins 1%. Et ce pourcent d'aide au développement, croyez-moi, je suis maintenant Premier ministre depuis 2013. Ces 8 dernières années, souvent on m'a dit « Est-ce que vous croyez que c'est toujours nécessaire de garder ce pourcent d'aide au développement ?» Je vous dis oui. C'est vrai que certains populistes dans votre pays vont vous expliquer que vous avez aussi des problèmes chez vous. Mais couper l'aide aux pays qui en ont plus besoin serait de l'égoïsme. Et sachez défendre la politique de coopération dans votre pays pour les autres et ne pas tomber sous les sirènes du populisme et de vouloir tout de suite sortir le stylo rouge dès qu'on parle de vouloir aider les autres. Monsieur le Président, la COP26 s'ouvre bientôt à Glasgow et je pense que ce sera un moment de vérité. Et j'espère que nous serons tous au rendez-vous et que nous prendrons les décisions qui s'imposent justement pour les générations futures, pour leur garantir aussi un environnement sain.
Quand je parle des jeunes, l'UNICEF estime que plus d'1 milliard d'enfants sont exposés au choc climatique, Monsieur le Président. Et la crise climatique est donc aussi une crise des droits de l'enfant. Dans ce contexte, et mon pays est particulièrement fier d'être membre de la coalition des repas scolaires, comme j'ai eu l'occasion de le souligner avant-hier au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Des programmes de repas scolaires efficaces constituent un investissement intelligent dans les générations futures en facilitant la création d'opportunités, en particulier pour les jeunes filles et les femmes. Les droits humains sont mis à l'épreuve tous les jours par la crise climatique, par la pandémie, mais aussi par les guerres et les conflits qui sont le théâtre de crimes qui heurtent la conscience humaine, de l'Afghanistan au Sahel, en passant par le Proche-Orient, la Syrie, le Yémen, mais aussi l'Éthiopie. Et la promotion des droits humains au niveau national et au niveau international est un domaine d'action prioritaire pour nous, et nous voulons continuer aussi à prendre nos responsabilités dans ce domaine. C'est pour cette raison que mon pays a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 22-24, et ce serait notre premier mandat en tant que membre de ce Conseil. Et si nous avons l'honneur d'être élus par cette Assemblée au Conseil des droits de l'homme lors du vote qui aura lieu le mois prochain, je peux vous engager et vous dire que mon pays voudra protéger et promouvoir aussi le droit de tous les êtres dans un esprit de dialogue et de coopération, et nous comptons travailler étroitement avec les mécanismes des Nations Unies pour les droits humains. Et nous engageons pour que soit entendue aussi la voix de la société civile, qui est indispensable justement à son bon fonctionnement. Nous avons 4 priorités qui sont reflétées aussi dans nos engagements volontaires. En premier, il y a celui de l'état de droit, de l'espace civique, et aux défenseurs des droits humains et la lutte contre l'impunité. Je voudrais réaffirmer ici justement notre soutien à la Cour pénale internationale et aux mécanismes de suivi d'enquête mis en place justement dans le cadre des Nations Unies. En deuxième lieu, le développement durable et l'action climatique fondée sur les droits humains. Nous reconnaissons l'importance justement du droit au développement et nos politiques de coopération, d'action climatique ambitieuses justement qui tiennent le lien ici fort qui existe entre la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, la lutte contre le changement climatique et le respect des droits humains à l'échelle de la planète. Et en troisième lieu, l'égalité des genres et la lutte contre toutes les discriminations. Et mon pays mène une politique étrangère féministe, et à vous aussi, on en a parlé aussi ce matin. Je suis désolé de vous citer si souvent, Monsieur le Président, mais c'est encore tout dans ma tête, de l'échange que nous avons eu pour cette volonté de faire une politique aussi féministe et pour s'engager justement pour le droit et l'autonomisation des femmes et des filles. Je trouve que c'est terrible que de nos jours encore, dans certains pays, les hommes pensent mieux savoir ce qui est bien pour une femme. C'est la réalité encore aujourd'hui. C'est quand même terrible que des hommes pensent mieux savoir ce que doit décider une femme ou ce qu'une femme doit savoir ce qui est bien pour elle, mais pensé par un homme qui pense mieux savoir qu'elle-même ce qui est bien. Et je parle au niveau de l'éducation, je parle à la santé, je parle au niveau des droits sexuels et des droits reproductifs. Et je trouve qu'en 2021, et pourtant, ça fait déjà bien longtemps, il est vraiment important que le choix soit fait par la personne. Nous œuvrons aussi pour la protection des droits des personnes LGBTI. Et en quatrième lieu, nous allons continuer de nous investir de manière systématique pour le droit des enfants, et il faut que les jeunes soient aussi entendus. Mais quand on parle de droits humains, il faut aussi penser aux réfugiés, il faut penser aux migrants, et pensons justement à ceux qui sont en train de fuir l'Afghanistan. N'oublions pas les journalistes, les défenseurs, les avocats, les juges, toutes ces personnes sur lesquelles nous avons compté ces 20 dernières années, avec lesquelles on a demandé d'être nos partenaires. On ne peut pas leur dire qu'on n'a plus rien à voir avec eux et qu'on les laisse maintenant dans la situation dans laquelle ils sont. Ne les oublions pas, ne les décevons pas. C'était nos partenaires hier. On ne va pas tourner le dos aujourd'hui. Je suis content que sous l'impulsion aussi du Grand-Duché de Luxembourg, une conférence sera organisée sur la réinstallation d'Afghans vulnérables d'ici quelques semaines, quelques mois en tout cas par la Commission européenne. Nous voyons aussi que nous avons... il y a des tensions entre les États et des sociétés qui, aujourd'hui, connaissent une crise de confiance. Je dois vous dire que les discussions que j'ai eues ces derniers jours ne me rassurent pas trop avec certains collègues. Je sens qu'il y a encore des tensions qui sont là, il y a des tensions qui sont vives. Et c'est à nous d'essayer de créer ce dialogue, de créer cette, je ne veux pas dire cette confiance quand il y a une méfiance qui est fondamentale, mais de créer un petit espoir de dialogue entre les pays avec lesquels nous avons des contacts pour éviter qu'il s'agit d'éviter des conflits pour les générations aussi, même pas futures, mais les générations
actuelle. Concernant la proposition du secrétaire général d'élaborer un nouveau contrat social ancré dans les droits humains et de façonner un nouvel agenda pour la paix est pour nous pertinente, et on est aussi prêt à contribuer à ces efforts visant à restaurer la confiance et le droit international. Et bien sûr, il faut aussi une paix durable. Mon pays est aussi disposé à prêter main forte quand il s'agit d'adapter l'ONU pour la rendre mieux à même de jouer son rôle à cheville ouvrière de sa coopération multilatérale. Les adaptations, on sait, elles ne sont pas faciles à réaliser, mais il ne faut pas pour autant se résigner à dire bon ben, comme c'est pas facile à faire, on va rien faire. Non, il faut avancer. Nous soutenons les appels au renforcement de l'Assemblée générale et la réforme du Conseil de sécurité afin de rendre aussi le Conseil plus représentatif, plus efficace et plus redevable à l'égard de l'ensemble des États membres. Donc, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de persévérer. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Nous devons agir et nous coopérons pour surmonter justement ces épreuves auxquelles l'humanité fait face. Vous savez, moi je fais partie d'une génération, je n'ai jamais connu la guerre. Je n'ai jamais connu de conflit. Je fais partie de cette génération. Sur mon continent, d'autres personnes n'ont pas eu cette chance. On le doit à ces personnes qui sont mortes pour nous. On le doit à ces personnes qui sont... Et par exemple, j'ai un cimetière américain rempli de jeunes soldats américains qui, pour la plupart, ne savaient même pas où était Luxembourg. Mais ils sont morts pour que moi, je puisse vivre aujourd'hui dans une démocratie. On ne doit jamais oublier. Et c'est pour ça qu'on doit, aujourd'hui, plus que jamais, trouver des solutions ensemble. On ne doit pas revivre ce que nous avons vécu. Et nous le devons au droit des uns et des autres de pouvoir vivre. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, quand vous avez parlé d'espoir, aujourd'hui, en 2021, l'espoir n'est pas le même pour tous. Dans certains pays, certains jeunes ont l'espoir de survivre, de pouvoir, pour certains, avoir une éducation, pour certains, avoir le droit d'avoir des droits à la santé. Nous avons parlé de vaccins. Quand chez nous, on se demande si on va faire une troisième vaccination, certains aimeraient, dans certains pays, pouvoir avoir une première vaccination, pouvoir être protégés. Aujourd'hui, nous avons le fait qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit métis, qu'on soit asiatique, peut avoir un impact sur une réussite sociale. Est-ce que c'est normal de devoir avoir l'espoir de se dire que je suis né comme ça et j'ai les mêmes chances que quelqu'un d'autre? Moi-même, je suis marié à un homme, alors que dans certains pays, je serais condamné à mort. Est-ce qu'il est normal qu'un bisexuel, un transsexuel, une lesbienne ou un homosexuel soit obligé de vivre la vie qui plaise aux autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de devoir rentrer dans le moule que d'autres ont dit dans lequel je dois rentrer? Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, si je suis juif, musulman, catholique, hindou, protestant, je dois me poser des questions si je peux exercer ma religion de manière libre, sans avoir un danger de me rendre dans ma synagogue, de me rendre dans ma mosquée, de me rendre à mon église? Donc l'espoir est quelque chose qui aujourd'hui dépend de là où j'habite, de là où je suis né, de la couleur que j'ai, de ma sexualité. Alors, Monsieur le Président, si moi j'ai un espoir, c'est que les espoirs de hier, de notre humanité, deviennent la réalité de demain, des générations futures. Je vous remercie.